Bonjour, je m'appelle Inès, étudiante en soins infirmiers. Voici ma selfie vidéo pour mon travail de stage. Donc, tout d'abord, mon patient, Monsieur X, s'est présenté à l'urgence parce qu'il y avait une hypotension ainsi qu'une tachycardie. Puis, il y avait des douleurs épigastriques. Mon patient n'avait pas fait de selle depuis le 28 février dernier. Donc, dans le contexte, c'est environ une dizaine de jours avant que je l'aie vu. Puis, il ne s'était pas alimenté non plus depuis le 28 février. Puis, il était très faible et déshydraté. Ce qu'on a posé comme diagnostic, c'est une cholangite sur cholangiocarcinome avec une probabilité de bactériémie secondaire, une pancréatite, une infection rénale aiguë ainsi que de la fibrillation auriculaire. Ce patient avait comme antécédent de la HTA, de la dyslipidémie, MCAS, des troubles de l'usage d'alcool. Il prenait 3 verres de rhum par jour depuis plusieurs années. Par contre, il était sevré depuis le 28 décembre 2025 et aussi une infection rénale chronique. Donc, en gros, son diagnostic, c'est que, en fait, c'est mon plan de travail, là, juste pour vous montrer. En fait, en gros, mon patient il y a une tumeur dans les voies biliaires qui crée une obstruction de ces canaux biliaires, ce qui fait en sorte que la bile s'écoule pas bien, ce qui a amené à une cholangite, donc une infection là, qui fait que la bile ne peut pas passer à cause de la tumeur. Ça fait en sorte que la bile elle stagne, puis ça crée des bactéries. Les bactéries prolifèrent. Donc, de là vient une probabilité de bactériémie secondaire, donc qui est une infection qui n'est pas contrôlée, parce que les bactéries ils passent dans le sang. Ça peut aussi amener à une septicémie dans ce cas-là. Ça a fait aussi en sorte qu'il y ait une pancréatite, qui est une infection des voies biliaires, parce qu'ils sont tous reliés ensemble. Donc, s'il y a une obstruction, ça fait en sorte que les enzymes elles sont bloquées. Ça va faire en sorte que il va y avoir une pancréatite, donc une inflammation du pancréas. Pour ce qui est de son infection rénale aiguë, bien le monsieur était le patient X était déshydraté, les reins ils perfusent moins bien dans ce temps-là. Ça s'est vu aussi dans ses analyses sanguines parce que sa créatinine était très élevée. Donc, puis, pour ce qui est de sa fibrillation auriculaire, ça se peut, étant donné que le monsieur était très faible, déshydraté. Ça se peut que ça soit le stress ou l'infection qui peut avoir causé ça dans ce cas-là. Pour ce qui est des interventions que j'ai faites, les 3 interventions prioritaires, donc j'ai pris les signes vitaux, donc c'est sûr que j'ai surveillé les signes d'infection comme la fièvre, j'ai surveillé sa fréquence cardiaque. Tout était beau de ce côté-là. Il était à 36,5 buccale, sa tension était de 121,68, sa respiration 16, sa saturation à 96 à l'air ambiant, ainsi que son pouls à 69, régulier et bien frappé. J'ai évalué sa douleur. Monsieur n'en avait pas à ce moment-là aucune. Ça aurait pu parce que c'est quand même douloureux, là, avoir une pancréatite puis tout ça. J'ai fait aussi une évaluation abdominale. Son estomac était souple, il n'y avait pas de douleur à la palpation. C'était distendu. J'ai entendu des bruits intestinaux dans tous les 4 cadrans. Donc, ça allait bien pour ça. Le patient était en attente d'un RCP. Donc, je l'ai vu seulement en début d'après-midi. Je ne l'ai pas revu par la suite.
Donc, la priorité du jour pour ça, c'était juste que le patient là, soit stable avant d'aller faire son examen, qu'il soit aussi NPO, parce que sinon, ça aurait pu jouer là, sur l'examen. Donc, les médicaments qu'il y avait, les 4 principaux que j'ai notés qu'il y avait à prendre cette journée-là, c'est du Tazocin, 2,25 grammes, ce qui équivaut à 11,6 millilitres chaque 6 heures IV. Donc, c'est de la pipiracycline tazobactam, qui est un antibiotique pour le traitement des infections. Donc, l'effet thérapeutique, c'est un effet bactéricide contre les bactéries sensibles. Les effets secondaires à regarder, c'est la diarrhée, les étourdissements ainsi que les céphalées. Les interventions infirmières, c'est rester à l'affût des symptômes d'anaphylaxie, comme le rash ou le prurite, puis suivre de près les fonctions intestinales, comme la diarrhée et les crampes. Il y avait aussi du dilodite 2 mg par millilitre, ce qui équivaut à 0,25 ml sous-cutané à chaque 3 heures en PRN. C'est de l'hydromorphone, donc un analgésique opioïde pour la douleur modérée et intense. Ça diminue, ça fait en sorte que ça diminue la perception de la douleur. C'est au récepteur opioïde du système nerveux central, donc ça modifie la perception de la douleur. Les effets secondaires sont bien sûr la détresse respiratoire, la confusion, les étourdissements. Les interventions, c'est évaluer le degré de conscience et mesurer le pouls, la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Il y avait aussi du Tylenol, donc l'acétaminophène, 650 mg par comprimé par la bouche en PRN. C'est un antipyrétique et un analgésique non opioïde pour les douleurs modérées et la fièvre. Les effets secondaires, c'est les insuffisances hépatiques, l'hépatotoxicité, le rash. Les surveillances, c'est déterminer le type de douleur, là, donc de faire un PQRSTI de la douleur avant l'administration, puis de 30 à 60 minutes après l'administration. Puis il y avait aussi du Pentaloc, 40 mg, ce qui équivaut à 10 ml en IV 2 fois par jour. Donc c'est du pantoprazole sodique, c'est un anti-ulcéreux. C'est un traitement de l'œsophagite associé au reflux gastrique œsophagien. Les effets secondaires sont la douleur abdominale, diarrhée, nausée. Les interventions, c'est de vraiment diluer avec 10 ml de NaCl et non pas d'eau stérile, puis de suivre de près les fonctions intestinales comme la diarrhée et les crampes. Donc, dans le cas du Pentaloc, je crois que le médecin l'a prescrit parce qu'il y a eu de la diarrhée noirâtre, donc ce qui peut signifier qu'il y a eu un saignement là, au niveau de l'estomac. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça là, qu'il est venu prescrire du Pentaloc là, pour venir comme faire couvrir là, l'estomac contre l'acidité. Pour les trois examens paracliniques pertinents, c'est le ERCP que mon patient allait faire durant la journée. Donc, ça sert à traiter les obstructions biliaires puis la cholangite. Puis, le but de ça aussi, c'était de mettre un stent à ce moment-là pour le chirurgien. La description, c'est que c'est un endoscope qui est introduit par la bouche, puis ça va jusqu'au duodénum. Puis, il y a une injection de produit de contraste dans les voies biliaires. Puis là, ça peut permettre le drainage là, de la bile, puis de poser un stent aussi. Les surveillances, c'est la douleur abdominale, puis les signes de perforation. Les valeurs normales attendues, ça serait que les voies biliaires soient sans obstruction. Puis les résultats chez le patient, je ne le sais pas encore parce qu'il était parti pour faire son examen dans l'après-midi. Là. Donc, ça sera confirmé là, si le médecin, si le chirurgien a pu mettre un stent, puis ce qu'il a vu à l'examen. Il y avait aussi le bilan sanguin. Donc, toutes les analyses là, de CRP, FSC, créatinine, bilirubine. Donc, ça équivaut à prendre une prise de sang normale, puis suivre les résultats, puis voir l'évolution clinique. Il y avait beaucoup de résultats qui étaient anormal, donc très haut. Entre autres, l'ALP, la bilirubine, qui peut signifier que la bile est bloquée, l'AST, l'ALT, qui peut indiquer une atteinte au foie. Puis, étant donné que tous les canaux, là, comme que tous les chemins mènent à Rome, bien, c'est sûr que le foie peut être atteint, là, étant donné que tous les canaux communiquent ensemble là, par les canaux biliaires, le pancréas, puis le foie.
La lipase aussi était élevée, donc ça peut signifier une atteinte au pancréas, soit une obstruction ou une pancréatite, puis c'est le cas dans les deux cas. La créatinine est élevée, ben, ça signifie une atteinte au rein, donc d'où le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë. Le patient aussi était très déshydraté lorsqu'il est arrivé. Il y a le fibrinogène, qui est une réaction inflammatoire qui s'explique par la cholangite. La CRP aussi est élevée, donc ça signifie une inflammation là, au niveau du corps. Il y avait un marqueur de cancer, donc le CA199, qui était très élevé. Puis, ben, ça fait du sens là, avec son carcinome. Puis, donc, c'est ça, en gros, pour les tests sanguins. Le troisième examen pertinent, ça aurait été une échographie ou un scan abdominal. Je ne l'ai pas vu là, dans le dossier du patient, mais j'imagine que pour confirmer qu'il y a eu une obstruction biliaire là, ou une présence de tumeur, il y a dû avoir un scan quelconque, soit à l'hôpital, soit dans un autre hôpital que celui où il s'est présenté à l'urgence, parce qu'il y avait déjà son diagnostic de cancer. Donc, ça, c'est un examen là, qui est non invasif, puis que c'est juste de prendre une image, puis il faut surveiller la tolérance du patient, puis la fonction rénale si jamais il y a un produit de contraste. Les valeurs normales sont le fait qu'il n'y ait pas d'obstruction, puis que les structures internes soient normales. La valeur pour mon patient, je ne la connais pas parce que, comme je vous dis, j'imagine que c'est un test qu'ils ont fait, mais je l'ai pas vu dans son dossier, mais c'est un test que j'aurais trouvé pertinent là, à faire. La problématique du patient du jour, ben, comme je vous ai dit, c'est ça, c'est vraiment de gérer la douleur avant son test, puis de garder vraiment le patient en NPO, ce que je lui avais mentionné aussi. Il avait soif le matin, je lui ai apporté des glaçons pour pouvoir le désaltérer un peu, mais c'est important qu'il reste à jeun là, avant l'examen. Puis les deux interventions pertinentes à faire, là, ben, c'était vraiment de surveiller ses signes vitaux, de m'assurer que le patient ne faisait pas de fièvre, m'assurer que sa fréquence cardiaque était bien, parce qu'il avait aussi une télémétrie, donc probablement pour sa fibrillation auriculaire, puis là, tout le stress là, que toutes ces maladies-là occasionnent sur son corps, puis de garder le patient NPO comme je vous ai dit, puis de vraiment surveiller les signes de douleur, puis s'il y avait quelque chose là, au niveau abdominal avant de partir faire son test. Merci.